Jean-Michel Augustin était conseiller à la Cour d'appel de Poitiers, puis il est aujourd'hui conseiller honoraire chargé de fonctions juridictionnelles au sein de cette même Cour, et il exerce des fonctions de magistrat rapporteur de la commission de la CIVS. Intervenu, donc pour lui, on peut dire qu'il est plus ou moins spécialiste de cette question des parts réservées. En tout cas, c'est lui qui va nous introduire ce thème. Merci. Pas seulement la question des parts réservées, mais d'abord la question des ayants droit. C'est une notion qui vient d'être évoquée à l'instant, qui a été reprise plusieurs fois dans la matinée. Alors, lorsque la CIVS a débuté ses travaux, près de 60 années s'étaient écoulées depuis les spoliations dont elle avait à connaître. Aujourd'hui, ce sont près de 80 années qui nous séparent des actes de spoliation matérielle pour lesquels la CIVS a vocation à recommander des réparations. En raison de cet écoulement du temps, vous l'avez bien compris dans les interventions qui viennent d'avoir lieu, en raison de cet écoulement du temps et de la disparition de la plupart des victimes directes, la politique publique de réparation mise en œuvre par la France tend dorénavant, dans la plupart des cas, à l'indemnisation des ayants droit de ces victimes directes, ayant droit parfois très éloignés, tant sur le plan généalogique que sur le plan géographique. C'est un pan essentiel du travail des services de la CIVS que de rechercher ces ayants droit quand les familles se sont dispersées et lorsque les mémoires familiales d'un passé lointain sont devenues diffuses. Ce travail est souvent difficile, il est toujours chronophage. Les requêtes qui nous parviennent, cela a déjà été dit également à plusieurs reprises ce matin, émanent parfois d'ayants droit issus de la 3e, voire de la 4e génération, parfois encore de branches collatérales. Ce point sera illustré dans un instant avec un arbre généalogique qui sera projeté sur l'écran qui est dans mon dos. Ce travail est parfois mené en vain. Lorsque tel est le cas, la part des indemnités allouées, qui ne peut être effectivement versée, est provisoirement gelée. Il s'agit de ce que nous désignons sous le terme de part réservée, terme qui a aussi été évoqué à l'instant. Dans le bref laps de temps qui nous est imparti, nous allons tenter d'abord de définir la notion d'ayant droit, puis nous évoquerons les mécanismes mis en œuvre par les services de la CVS pour rechercher, dans chaque dossier, l'ensemble des ayants droit ayant vocation à être indemnisés. Et enfin, nous aborderons la question des parts réservées. Alors, s'agissant de la notion d'ayant droit, le principe a été posé, il me semble que ça a déjà été dit dans la matinée, le principe a été posé au tout début des travaux de la CIVS, que c'est au moment où la spoliation a été commise que le droit à indemnisation est né. C'est ce qu'on pourrait appeler une fiction juridique. En d'autres termes, la créance indemnitaire tirée de ce droit est entrée dans le patrimoine de la victime directe au jour de la spoliation. Et cette créance s'est ensuite transmise aux ayants droit de cette victime. Peut être définie comme ayant droit toute personne venant à succéder à une victime directe de spoliation selon le droit successoral français. Cependant, a également été prise en considération par la Commission, depuis le début de ses travaux, la qualité de légataire universel, donc désigné par voie testamentaire. Dans le cas de descendants éloignés, il est donc nécessaire de reconstituer les transmissions successives de droit à indemnisation, et pour chacune de ces transmissions, il convient de faire application des règles successorales en vigueur au jour du décès, étant observé, pour compliquer un peu les choses, que ces règles ont évolué à plusieurs reprises depuis la Seconde Guerre. Par exemple, est entrée en vigueur au 1er janvier 2002 de nouvelles dispositions relatives aux droits successoraux des époux ou des épouses, enfin de l'époux survivant. Comment justifie-t-on sa qualité d'ayant droit devant la CIVS? Eh bien, c'est assez simple, la plupart du temps. C'est par la production d'un acte d'état civil, par la production de son livret de famille, ou encore par la production d'un acte de notoriété établi par un notaire. Ces pièces doivent être produites par toute personne se prévalant de cette qualité d'ayant droit, et notamment par le requérant, bien évidemment, pour autant qu'il soit ayant droit. Ce n'est pas toujours le cas, c'est dans la très grande majorité des cas cette situation-là, mais il arrive que ce ne soit pas le cas. Et donc aussi, ces pièces doivent être produites par les membres de sa famille, soit qui l'indiquent représenter, soit qui manifestent leur volonté de s'associer à sa requête. On parle à ce moment-là de co-requérant. La recherche des ayants droit, alors il était prévu un PowerPoint avec la projection des sources. Oui, parfait.
Alors vous voyez apparaître sur cet écran les sources que les services de la CIVS interrogent pour retrouver les ayants droit. Ces sources, enfin cette recherche, elle vise tout simplement à reconstituer une généalogie complète de la famille de la victime directe. Alors, ces sources d'informations, ce sont bien évidemment, en premier lieu, c'est les informations et les documents qui sont fournis par le requérant lui-même au moment du dépôt de sa requête, ou ultérieurement tout au cours de l'instruction de sa demande. Ce sont également des interrogations qui sont faites auprès des services d'état civil, qui nous délivrent des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, avec les mentions marginales que nous trouvons dans ces actes-là, qui nous permettent d'apprendre l'existence d'un divorce, d'une adoption, d'une naturalisation notamment. Ce sont encore les informations détenues par les notaires. Les notaires détiennent des actes qui nous sont précieux. Alors parmi ces actes, bien évidemment, les actes de liquidation de succession, les testaments, les actes de notoriété. Il existe également, dans le sud de la France, un fichier central des dispositions des dernières volontés. Nous l'interrogeons également, puisque nous pouvons trouver auprès de ce service des informations précieuses en ce qui concerne, je l'évoquais tout à l'heure, l'existence donc de testaments. Donc tous les testaments qui sont déposés entre les mains d'un notaire n'importe où en France sont centralisés auprès de ce service. Nous interrogeons les archives des hôpitaux, des tribunaux, les archives départementales, bien évidemment. Et puis, nous interrogeons également des sources généalogiques. Alors, il existe des sites en ligne, mais tout récemment, la CIVS a conclu une convention de coopération avec le Cercle de généalogie juive qui nous apporte un soutien précieux dans le cas de généalogies qui sont très complexes. Et puis, parfois, de manière beaucoup plus terre-à-terre, il nous arrive de faire des recherches directement depuis Internet, voire de consulter les annuaires téléphoniques en ligne, et il nous arrive de retrouver de cette manière-là des ayants droit que nous n'avions pas trouvés jusqu'alors. Alors, il existe des sources qui sont spécifiques aux victimes de déportation. C'est bien évidemment le mémorial de la Shoah, établi par Serge Klarsfeld. Ce sont les listes des victimes des persécutions antisémites, établies par le Centre de documentation juive contemporaine. Et puis, c'est la base de données de l'International Institute for Holocaust Research at Yad Vashem. Ensuite, en ce qui concerne les recherches plus particulières à l'étranger, nous interrogeons le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui détient les actes civils des ressortissants français établis à l'étranger. Enfin, nous obtenons des informations par l'intermédiaire du HCPO, Holocaust Claims Processing Office, pour ce qui concerne des personnes vivant ou décédées aux États-Unis. Parfois un petit peu au-delà des États-Unis, tout récemment, dans un dossier, par l'intermédiaire du HCPO, j'ai pu obtenir les coordonnées d'un ayant droit très éloigné. Il s'agissait d'une femme âgée de 91 ans et qui réside aujourd'hui à Santiago du Chili. Alors, ces sources d'informations permettent l'élaboration d'arbres généalogiques et leur actualisation au fur et à mesure de l'évolution des recherches des ayants droit. Alors, vous voyez apparaître dans mon dos un arbre généalogique. Alors, il a été anonymisé, bien évidemment. Vous voyez, alors je vais essayer de vous l'expliquer, puis d'illustrer les difficultés que nous rencontrons à travers quelques exemples sur ce seul dossier, qui est un dossier que j'ai eu à traiter il y a quelques mois. Vous avez les victimes directes en haut, en rouge, Fernand et Louise. Et puis, vous avez tout en bas, en bleu, les ayants droit. Alors, lorsqu'on voit cet arbre généalogique, on a l'impression que c'est très simple, il suffit d'ouvrir une page et qu'on découvre ça de manière miraculeuse. C'est un travail extrêmement compliqué, parfois extrêmement long pour parvenir à ce résultat final. Or, ce résultat, il est indispensable, puisque sans cet arbre généalogique complet, où nous sommes dans l'incapacité de dire quels sont les ayants droit, mais au-delà de la détermination de l'identité des ayants droit, de déterminer la quotité d'indemnité qui va être servie à chacun de ces ayants droit. Alors ces ayants droit, vous les voyez, sont en bleu. Je vais illustrer les difficultés que nous rencontrons avec quelques exemples. Vous voyez, Louise et Fernand n'avaient pas d'enfants. Donc il a fallu rechercher, en remontant dans la généalogie à la génération précédente, rechercher si leurs parents leur avaient survécu, à défaut si leurs frères et sœurs leur avaient survécu,
Et si les frères et sœurs n'avaient pas survécu, il fallait retrouver les ayants droit de ces frères et sœurs. Vous voyez, la mécanique qui est quand même un petit peu compliquée. Alors, les choses sont encore plus compliquées lorsque nous avons des parties qui vivent à l'étranger. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, il est plus facile de communiquer qu'il y a 20 ou 30 ans, mais malgré tout, ça ne simplifie pas les choses. Par exemple, dans ce dossier-là, nous avons une requérante qui habitait en Israël, nous avons un autre ayant droit qui habitait en Hongrie. Voilà, les choses peuvent être un petit peu compliquées de cette manière-là. Une autre illustration d'une difficulté. Vous voyez Robert Lucien Willy. Il n'a pas eu d'enfant. Et pourtant, il va créer une branche d'ayant droit. Pourquoi? Les flèches bleues que vous voyez monter vers lui, ce sont des flèches qui indiquent qu'il a adopté 2 enfants. Il a adopté Madeleine et Raymond. Et en adoptant Madeleine et Raymond, eh bien, on redescend dans la généalogie et on voit apparaître des ayants droit qui, sans cette adoption, n'auraient pas eu lieu. Un autre exemple de difficulté, vous avez tout en bas ici Blaise, qui est un majeur protégé. Il est placé sous curatelle. Eh bien, pour mener jusqu'au bout notre travail, il est nécessaire de déterminer qui est son curateur. Voilà. Donc voilà, à travers ces quelques exemples, j'espère que vous décelez la difficulté qu'il y a à parvenir à ce résultat-là. Donc, en résumé, la Commission s'efforce d'identifier l'ensemble des ayants droit concernés par une requête afin d'éviter la création de nouvelles parts réservées, mais cette situation ne peut pas toujours être évitée. Alors, en ce qui concerne les parts réservées, quand est-ce que se pose cette question-là? Eh bien, elle se pose lorsqu'il est établi, d'abord, qu'il existe des ayants droit, mais lorsque ces derniers n'ont pas pu être précisément identifiés ou n'ont pas pu être retrouvés. Alors, l'exemple type, là où nous rencontrons les difficultés les plus nombreuses, c'est en ce qui concerne les branches des familles qui sont restées vivre en Europe centrale. L'exemple type, dans une fratrie, un frère, une sœur vient, immigre en France, il a laissé ses frères et sœurs vivre en Pologne, en Hongrie. Nous savons que des branches de cette famille ont existé, mais nous n'avons pas réussi à retrouver les ayants droit précisément. Donc dans ces cas-là, il arrive que nous soyons obligés donc, de créer ce que nous appelons des parts réservées. Un autre cas de figure de parts réservées se produit beaucoup plus rarement, c'est lorsque un ayant droit a été identifié, mais lorsqu'il indique expressément, qu'il nous indique expressément qu'il ne veut pas d'indemnisation. Et il n'indique pas pour autant que la part d'indemnité qui lui reviendrait devrait être redistribuée à d'autres ayants droit, eux identifiés. Alors, ça peut être expressément, mais aussi il y a des ayants droit qui gardent le silence. Voilà. Donc, je vous le disais, c'est un cas beaucoup plus rare, mais c'est néanmoins un cas de figure qui peut se produire de temps en temps. Alors, quels sont les enjeux de la question des parts réservées? Eh bien, il y en a sans doute de plus nombreux que ceux que je vais évoquer à l'instant, mais il est d'abord c'est d'abord un enjeu financier, puisque le montant cumulé des parts réservées et non levées représentait fin 2018 25 millions d'euros. C'est une somme importante. Néanmoins, je pense qu'il convient de ne pas perdre de vue que cette somme ne représente que environ 4% des sommes déjà versées par l'intermédiaire des recommandations de la CIVS. Un autre enjeu, c'est un enjeu de justice et un enjeu de performance de l'action publique, puisque, bien évidemment, à chaque part réservée correspond un ayant droit de victime de spoliation qui n'est pas indemnisé. Dans le but d'éviter la création de nouvelles parts réservées, mais aussi de réduire le nombre des parts réservées qui ont été créées au fil des années, la CIVS a développé à compter du printemps 2016 une démarche renforcée de recherche des ayants droit. Les premiers résultats significatifs ont été enregistrés. Entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018, le montant total des parts réservées en attente de versement a diminué de près de 2 millions d'euros. L'appurement total de ces fonds réservés reste cependant hautement improbable pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment en raison de l'existence de ces branches de famille qui étaient restées vivre en Europe centrale. Alors, c'est une proportion importante en termes de nombre de parts réservées, c'est une proportion importante en termes de sommes réservées également, hein, puisque
ces parts réservées au profit de ces branches d'Europe centrale représentent 46% des parts réservées et représentent 80% des sommes réservées. Une dernière question que je voulais aborder avec vous, c'était la question de la destination des fonds réservés. Cette question devra être tranchée par le gouvernement lorsque les travaux de la CIVS auront pris fin et que la forclusion du dépôt des demandes d'indemnisation sera acquise. Plusieurs hypothèses peuvent d'ores et déjà être émises. Alors, il y a une diapositive avec des cases vides. Alors, je pense qu'il y a une diapositive avec des cases remplies. Je pense qu'on peut aller directement. Oui, voilà, très bien. La première hypothèse, c'est celle de la répartition des parts réservées entre les ayants droit identifiés et déjà indemnisés. C'est l'hypothèse où deux personnes ont déjà été indemnisées, une branche ne l'a pas été, on ne la retrouve pas, ce serait donc de reverser aux deux ayants droit déjà indemnisés cette part qui avait été réservée. Alors cette solution aurait le mérite de répondre à l'engagement général pris par l'État de réparer les conséquences matérielles des spoliations. Elle aurait un inconvénient pratique, c'est qu'elle conduirait à la réouverture d'environ 5000 dossiers. La deuxième hypothèse, c'est celle du versement des parts réservées à des institutions représentatives des intérêts des victimes de la Shoah et qui perpétuent le souvenir du génocide ou viennent en aide aux survivants. La troisième hypothèse, c'est celle du non-versement des parts réservées. Alors, sur le plan de la comptabilité publique, les parts réservées ne constituent pas une dette, mais des provisions que l'État pourrait décider d'annuler, considérant avoir accompli l'essentiel de son devoir de réparation. Voilà ce que je souhaitais vous dire à minima en quelques minutes, les quelques minutes qui m'étaient dévolues sur cette question des ayants droit et des parts réservées. Cette question se pose bien évidemment aux autres États qui ont mis en œuvre un dispositif d'indemnisation comparable au dispositif français. C'est le cas de l'Autriche. Alors, je vais céder la parole à Madame Anna Lessing, à droite. Parmi ses nombreuses fonctions et missions, Anna Lessing est secrétaire générale du Fonds national de la République d'Autriche pour les victimes du national-socialisme depuis 1995 et codirectrice de la délégation autrichienne à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Celle-ci va nous exposer comment cette question des parts réservées est abordée dans son pays.